Comment la loge du grand maître, devenue Grande Loge de France, explose en Grand Orient de France et en Grande Loge de France. Et c'est à partir de l'intronisation de Clermont comme grand maître de la Grande Loge de France à la Saint-Jean d'été de la Saint-Jean d'hiver 1743 que le terme de Grande Loge de France est employé. Clermont, pendant 30 ans, est le grand maître de la Grande Loge de France, c'est-à-dire que c'est l'ancêtre de toutes les loges d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'ancêtre que de l'actuelle Grande Loge de France, c'est aussi l'ancêtre du Grand Orient et de toutes les obédiences maçonniques. C'est après la mort de Clermont en 1771 que va être créé le Grand Orient de France, 2 ans après, en 1773, et à la suite de l'opération bien connue de la Rochefoucauld, bien sûr, et du duc de Chartres. Et une partie des loges de France, plus de 200 quand même, refusent d'adhérer à la nouvelle structure et vont créer une obédience que justement le Grand Orient appelle la Grande Loge de Clermont, en hommage à ce prince tant aimé et disparu, qui va effectivement rester. Et ce sont ces loges-là qui vont devenir les futures loges écossaises, qui seront l'ancêtre du Suprême Conseil de France en 1804 et par la suite de la Grande Loge de France. D'accord. Alors, puisqu'on parle des hauts grades, l'interrogation qu'ont les jeunes maîtres maçons, c'est est-ce que les hauts grades nés de la légende du chevalier de Ramsay ont-ils été créés pour séparer aristocrates et peuple bourgeois? Alors peut-être, mais pas seulement, parce qu'on s'aperçoit que la loge de Clermont c'est un grand seigneur, c'est un prince du sang, mais qui fait de la maçonnerie avec des bourgeois de Paris. C'est eux qui l'élisent, et dans sa propre loge... C'est l'humanisme alors, déjà? D'une certaine manière? Oui, je pense que le cordon bleu oui. que portent les maçons, c'est le cordon de l'ordre du Saint-Esprit que porte Clermont. Je pense que c'est lui qui a autorisé cette transgression. Donc Clermont, c'est un homme d'abord éminemment bienveillant, qui invite tout le monde à dîner, à déjeuner chez lui, qui donne des fêtes dans son château de Berny, et qui ne fait pas de différence entre les bourgeois et les grands seigneurs. Maintenant, peut-être que la maçonnerie à l'époque, il y a eu les premières divulgations, c'est-à-dire que un certain nombre de francs-maçons de l'époque se sont trouvés heurtés d'être dans ces ouvrages de divulgation et ont créé une autre maçonnerie, peut-être plus aristocratique effectivement de naissance, mais aristocratie ne veut pas dire, c'est bien le sens étymologique, c'est le gouvernement des meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'y mettait pas que des nobles, on y mettait aussi des bourgeois, mais on y mettait surtout les maçons qui avaient mérité... Les bourgeois valeureux. Voilà, les bourgeois valeureux, on peut dire ça. Mais clairement a vécu l'essentiel de sa vie avec des bourgeois. Et c'est encore une de ces transgressions de cet homme qui hors des schémas sociaux, hors des schémas culturels de son temps. Un homme qui cherche sa liberté, même s'il est prisonnier dans sa cage dorée de la cour. C'est ça qui est fascinant chez lui. C'était le William de l'époque. On peut dire ça. Il y a des ressemblances entre ces deux hommes, et certains ont émis l'idée que peut-être le duc de Sussex aurait pu être le grand maître de la Grande Loge d'Angleterre, puisque le duc de Kent est un peu vieux maintenant. Alors est-ce qu'il fera ce choix? On l'a dit, je ne sais pas. Mais il y a une petite ressemblance. C'est pour que nos lecteurs d'aujourd'hui comprennent bien. Combien ont coûté les danseuses au comte de Clermont? Parce qu'il était généreux, j'ai l'impression. Il était très généreux, et puis bon, il ne savait pas trop ce que c'était de l'argent, parce qu'il avait quand même des moyens illimités. Mais au moins cet argent, il en a fait quelque chose. C'est-à-dire on peut dire vraiment qu'il a fait bien autour de lui. Il recevait tout le monde à sa table, à sa cour. Il est l'inventeur des festivals à Berny, c'est lui le premier qui crée des festivals de théâtre et de musique. Et il subventionne tout. En fait, c'est un ministre de la culture bis. Mais à l'époque, l'argent privé, l'argent public, qu'est-ce qu'un prince du sang savait de l'argent? C'est un peu difficile. En tout cas, son argent, il le met au service de tout le monde. Parce que les danseuses, elles apparaissent à l'époque. Avant, c'était uniquement les comédiennes et les chanteuses, et les danseuses passe la barre aussi à ce moment-là. Donc il a bien sûr comme maîtresse la plus célèbre de l'époque, la Camargo, qui était une des muses de Rameau, qui a composé des opéras maçonniques, etc. Et puis Mademoiselle Leduc qui l'épouse, voilà. Mais en fait, le mariage de Clermont et Mademoiselle Leduc, c'est vraiment une entreprise de festival. Le château de Berny, c'est le festival d'Avignon de l'époque. Hein. Tout le monde y va, voilà. Donc l'argent, il est dépensé bien sûr en grand nombre, mais il est dépensé dans les arts et au profit de tout le monde. Voilà, c'est ça qu'il faut noter. Que dire de la fin de Clermont? Un homme vrai en toutes circonstances? Point d'interrogation. Certains ont dit grand arbre dans la forêt d'esprit autour de Voltaire. Ouais.
Alors, Et cette forêt, c'est le XVIIIe siècle, oui, tout à fait. est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur cette fin de Clermont? Oui, alors Clermont, il finit. Alors, il est d'autant plus en phase avec les bourgeois de Paris qu'il s'oppose à Louis XV. Il est le cousin de Louis XV. Ils étaient enfants, Et ils sont jouaient compagnons ensemble. de jeu parce qu'ils sont orphelins tous les deux. Oui. On les a fait jouer ensemble. Ils sont très liés toute leur vie. Et à la fin, ils se brouillent un peu parce que, effectivement, Clermont prend le parti des parlements. Alors, les parlements, c'est parce que, non pas pour défendre les parlements, mais parce que les parlements, c'est effectivement le seul contrôle possible à la monarchie absolue. Et Clermont, comme tous les princes, ça paraît aussi un petit peu étonnant, mais est favorable aux parlementaires de Paris parce que Clermont fait partie des princes qui imaginent que la monarchie doit avoir des limites. La monarchie absolue n'est pas une bonne chose, et à l'époque il n'y a que des parlements pour s'opposer, donc il prend parti pour les parlements, et donc il se brouille avec Louis XV, ce qui fait quand même prendre ses nouvelles. Mais enfin, c'est un peu triste à la fin, effectivement, cette répartition des rôles. Mais il est dans son droit, il est dans son devoir, voilà. Et il est, bien sûr, du côté de la philosophie. C'est pour ça que Voltaire l'appelle le prince de raison. Ouais. C'est un ami de Voltaire aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, on termine sur à la fois un zoom et je dirais un feedback cinéma que vous faites dans votre dernier chapitre sur l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, puisque c'est un quartier, il y a un feedback historique de la Révolution à nos jours. La question qu'on peut se poser, c'est, y a-t-il des lieux chargés d'histoire et d'énergie contestatoire quand on lit dans votre ouvrage que c'était un lieu de contestation et d'opposition dans toutes ces années. Dans toutes ces années, bien sûr. Et on peut imaginer, bien sûr, Clermont avec Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir au Café de Magot en face de son abbaye. Je pense qu'il aurait aimé, je pense qu'il y aurait été. Je pense qu'aujourd'hui, Clermont serait metteur en scène au Festival d'Avignon et il ferait partie des intellectuels progressistes, évidemment. Alors peut-être, évidemment, Saint-Germain-des-Prés. Les Américains viennent à Saint-Germain-des-Prés. Alors je ne sais pas s'ils pensent toujours à Clermont, mais il y a effectivement une force d'histoire. Est-ce qu'il y a une forme d'histoire énergétique ou pas? Ah oui, moi je pense qu'il y a des lieux chargés. Voilà, Clermont c'est un homme de théâtre, c'est un homme de planche. Il joue lui-même la comédie sur le théâtre de Berny. Oui, bien sûr. Clermont a choisi son camp, celui des philosophes, celui des artistes, celui des théâtreux, par rapport à un pouvoir royal trop autoritaire, et en même temps la maçonnerie. Tout ça c'est quand même assez fascinant quand même. Bien sûr. 3 siècles après, voilà. C'est un grand précurseur, même si c'est un grand seigneur. Je pense que clairement, on n'avait pas évidemment l'idée de la vie quotidienne des paysans au fond du royaume. Ça, on ne peut pas demander tout aux hommes. Mais je pense qu'il avait c'est un progressiste, ça c'est clair. Eh bien, merci pour toutes ces informations sur Presse qui était proche finalement des pensées intellectuelles de l'époque. Un prince anticonformiste, un prince inattendu. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Thomas. Merci à vous.